Europe. Ce matin, nous allons nous concentrer sur, plus particulièrement sur la destination 2 de là. Ça va vous être expliqué ultérieurement. Et avant ça, je vais vous présenter donc, les intervenantes qui vont aider au cours de ce webinaire, également les grandes lignes d'Horizon Europe. Ah, le son est haché? Ah bon? Au cours de cet exposé, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Nous essaierons d'y répondre à la fin de cet exposé. Nous reviendrons vers vous ultérieurement si nous n'avons pas la réponse immédiate. Je vais me mettre en wifi, voir si ça va mieux. Est-ce que vous m'entendez bien là? En fait, Hélène, je crois que c'est le micro de ton PC et pas le micro de ton casque qui est activé. Ah d'accord, d'accord. Et je comprends, donc excusez-moi, il faut que je fasse un petit je suis vraiment désolée. Ça va prendre 1 minute, mais ensuite ça ira mieux. Mais il ne veut pas le prendre. Là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Oui. Super. Super. Voilà, ça valait le coup. Donc voilà. Donc je vous renouvelle ma bienvenue à ce webinaire et j'espère que maintenant on n'aura plus de problèmes techniques. Donc Marie-Christine, transparent suivant. Donc voilà. Donc nous sommes une équipe de 4 personnes à former ce point de contact national dédié à la thématique industrie. Donc je m'appelle Hélène Ulmer-Tufigo. Je suis la coordinatrice de ce point de contact national et l'équipe est composée de Julie Rafton-Jolivet, Marie-Christine Lagelle et Mathilde Bruyère. Et nous 4, nous dépendons du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour ce rôle de point de contact national. Donc nos missions dans ce PCN, dans ce point de contact national, consistent à vous informer sur les opportunités de financement, à identifier les appels qui vont être pertinents pour vous, à vous conseiller pour les montages à projet. Donc en gros, bref, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner, vous aider à vous lancer dans cette grande aventure que j'espère passionnante, qui est de participer activement à Horizon Europe. Personnellement, j'ai une autre casquette qui est celle de représentante au comité de programme pour l'intégralité du cluster 4. À ce titre, ça signifie que je représente la France lors des interactions avec la Commission européenne. Et donc, ces derniers mois, j'ai participé activement aux négociations qui ont enfin permis d'aboutir à l'adoption des programmes de travail, adoption qui a eu lieu officiellement le 15 juin. Le cluster 4, donc qui nous concerne aujourd'hui, a donné un peu de fil à retordre, c'est le moins qu'on puisse dire, mais nous avons enfin abouti. En fait, ce cluster, il comporte des volets extrêmement stratégiques. Donc, il y a plein de choses qui sont stratégiques, mais là, je pense notamment au volet sur l'espace, donc c'est la destination 5 du cluster 4, et également les développements et les recherches sur la thématique quantique, donc là, c'est la destination 4. Et donc, au cours des négociations, on a dû faire face à des questions de souveraineté, avec différentes visions qui sont opposées, avec nos partenaires, les autres États membres. Par exemple, est-il ou non judicieux de faire de la recherche et de partager nos résultats sur tous les sujets avec tous les pays dans le monde? Parce que jusqu'ici, H2020 était un programme qui était extrêmement ouvert, hein. Vous vous rappelez peut-être de la devise de Carlos Moedas qui était Open Innovation, Open Science, Open to the World. Donc, suite à la crise qu'on vient de subir depuis 15 mois, on a réalisé en fait qu'il était également important de restaurer une autonomie au sein de l'Europe. Et cette crise a également mis en évidence l'importance de la souveraineté. Et par conséquent, Horizon Europe sera toujours un programme ouvert, mais la Commission européenne, suite à cette crise, s'est dotée d'outils législatifs qui vont permettre, dans certains cas, pour certains appels, de définir quels sont les pays autres que les États membres qui pourront
concourir avec les États membres. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler à d'autres, enfin, dans d'autres webinaires éventuellement, mais ça me semblait important de souligner ça. Alors, il va de soi que cette deuxième casquette que j'ai, elle est intéressante et elle est importante dans le rôle de point de contact national et dans l'équipe, car clairement, ça offre une porte d'entrée pour interagir en direct avec la Commission européenne. Transparent suivant. Voilà. Donc, au cours de cet exposé, je suis désolée, non, transparent précédent. Non, mais non, oui, non, j'ai bien dit les noms de l'équipe, j'ai bien dit les noms des personnes qui forment l'équipe, hein. Donc, transparent suivant, voilà. Donc, au cours de cet exposé, nous allons dérouler les points suivants. Donc, je vais commencer par une petite introduction à Horizon Europe. Puis, nous allons vous donner quelques informations clés sur les fondamentaux, les tenants et les aboutissants des projets collaboratifs. En gros, les clés pour comprendre comment lire les programmes de travail et les grandes lignes pour vous indiquer comment participer à ce nouveau programme cadre. Ensuite, nous rentrerons dans le vif du sujet, à savoir la description de la destination 2 du cluster 4 et la présentation des appels. Et enfin, nous terminerons par quelques conseils supplémentaires pour vous aider à participer à ce programme cadre de recherche. Transparent suivant. Voilà, merci. Donc, Horizon Europe est le 9e programme cadre de recherche de l'Union européenne. Il prend la suite du programme Horizon 2020. Donc, sa date officielle de naissance, si je puis dire, c'est le 1er janvier 2021. Des calls ont déjà été lancés dans les piliers 1 et 3. Vous avez pu constater que nous avons pris un petit peu de retard pour le pilier 2, comme je vous l'ai un petit peu expliqué en préambule, donc pour nous mettre d'accord sur les programmes de travail thématiques. Donc, le budget d'Horizon Europe, c'est 95,5 milliards d'euros, donc c'est énorme. C'est le plus grand programme jamais déployé en Europe pour la recherche et l'innovation, donc 95 milliards d'euros pour le programme lui-même, sans compter les additions qui vont arriver avec les participations des pays associés. Donc, pour vous donner une idée, ça représente par rapport au budget du programme précédent H2020 une augmentation à périmètre constant. Donc, ce que j'appelle périmètre constant, c'est-à-dire que je considère les 27 États membres qui restent dans l'Union européenne après le départ du Royaume-Uni. Donc, ça représente une augmentation de 30% en euros constants, ce qui est quand même vraiment énorme. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas laisser passer cette manne, évidemment, il faut participer. Voilà. Transparent suivant. Alors, le programme lui-même, donc au-delà du budget qui, comme je viens de vous le dire, est considérablement augmenté, c'est plutôt une évolution qu'une révolution par rapport au programme précédent H2020. Donc, ceux d'entre vous qui ont déjà participé à des projets dans H2020, ceux qui connaissent déjà Horizon 2020, donc pour vous, Horizon Europe sera assez familier. Donc, on a toujours une structure en piliers, donc comme dans H2020. Alors, les piliers sont légèrement modifiés. Donc, à gauche, vous avez le pilier excellence de la recherche qui s'axe sur la recherche fondamentale avec les bourses Marie Curie. Donc, c'est les bourses qui permettent la mobilité en Europe pour les chercheurs. Il y a notamment également le fameux Conseil européen de la recherche qui a prouvé le niveau d'excellence que nous pouvons atteindre en recherche fondamentale en Europe, qui a réussi à faire venir de l'étranger, des États-Unis, de Chine, etc., des chercheurs brillants pour venir faire leur recherche en Europe. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Il y a ensuite le 3e pilier, qui est le pilier innovation, qui est un peu le pendant du pilier excellence de la recherche, avec notamment le Conseil européen de l'innovation, qui va être notre instrument pour investir dans les startups, les PME, qui vont développer des technologies de rupture, des innovations de rupture, et que nous voulons voir grandir, émerger, et dont nous voulons voir émerger les licornes de demain. Et entre les deux, donc nous avons le pilier 2 qui nous intéresse aujourd'hui. Donc ce pilier 2, c'est le plus important en termes de budget, donc 53,5 milliards d'euros. C'est le pilier des défis sociétaux et de la compétitivité industrielle et économique. Donc il est organisé en 6 clusters qui ont une approche, je dirais, transversale, thématique.
Donc ce pilier, il correspond vraiment à la recherche liée aux grands défis de nos sociétés, enfin aux réponses à apporter aux grands défis de nos sociétés, à notre compétitivité industrielle. Et l'idée de ce pilier 2, c'est de proposer un programme européen qui, d'une part, va compléter déjà ce qui existe au niveau national, et d'autre part, qui doit nous offrir la possibilité de travailler de façon vraiment très efficace à travers les secteurs. En fait, ce pilier 2, il a été construit avec l'idée qu'il faut sortir d'un effet silo qui avait été un petit peu repéré au cours de H2020. C'est désormais indispensable de travailler à travers plusieurs secteurs. Donc, c'est pour ça qu'ont été créés des pôles extrêmement importants pour vraiment encourager les communautés à travailler ensemble. Par exemple, on comprend bien l'intérêt à mettre dans un même panier, si je puis dire, les aspects climat, énergie et mobilité. Là, je parle du pilier 5. Mais effectivement, pour le pilier qui nous intéresse également aujourd'hui, on voit très bien les interactions qu'il va y avoir dans les thématiques numérique, industrie et espace. Donc, c'est vraiment important de mettre ensemble les communautés et de les faire travailler ensemble, même si c'est à cause de ça que les discussions ont été âpres et ont mis du temps à aboutir. Alors, nous allons nous concentrer aujourd'hui donc sur ce pilier 4. Donc, merci, oui, transparent suivant, donc c'est bon. Donc, le pilier 4, le cluster, le pilier, oui, donc pardon, excusez-moi. Donc, nous sommes dans le pilier 2 et le cluster 4. Je suis vraiment désolée. Donc, nous sommes dans le pilier 2 et le cluster 4. C'est vraiment le cluster qui est le plus doté au niveau budget. C'est le cluster le plus important au niveau budget. Donc, avant de rentrer plus avant dans la description de ce cluster, de ce pilier, pardon, de ce cluster, excusez-moi, je vais vous donner quelques considérations sur pourquoi vous inciter à participer à Horizon Europe. Bien déjà parce que c'est un programme vaste hein, qui va des sujets blancs jusqu'aux sujets thématiques. Et ces sujets thématiques, ils sont vraiment à la pointe des problématiques des recherches actuelles. C'est un programme qui va de la recherche fondamentale avec l'accroissement de nouvelles connaissances jusqu'au financement de lignes pilotes ou l'accompagnement de PME. D'un point de vue financier, donc c'est un programme comme les précédents qui propose des financements extrêmement attractifs. Donc ce financement qui est offert est bien plus important par rapport à ce qui peut être apporté par les financements régionaux ou nationaux. Donc ces financements sont apportés sous forme de subventions et de très nombreux coûts vont être pris en charge. Donc je pense notamment par exemple au coût de personnel permanent, donc ce qui n'est pas pris en charge par les projets régionaux ou nationaux. Donc là, un projet européen, il prend en charge le coût des personnels permanents. Donc c'est extrêmement important. Il va prendre aussi en charge la sous-traitance, les consommables, les équipements, etc. Donc, au niveau financier, c'est un programme extrêmement attractif. Bon, le financement, c'est une chose. Maintenant, participer à un programme de recherche Horizon Europe, c'est également se donner une visibilité accrue vis-à-vis de la communauté internationale et c'est la possibilité de renforcer son réseau. Donc, participer à un projet Horizon Europe, c'est vous offrir l'opportunité de collaborer avec vraiment les meilleurs acteurs du secteur et d'accéder aussi ultérieurement à de nouveaux marchés, de nouvelles zones géographiques. Donc, si je peux résumer, participer à Horizon Europe, c'est la possibilité d'avoir à la fois un soutien financier très conséquent et d'avoir une visibilité, une reconnaissance importante qui vont vous conduire ensuite à élargir votre réseau et à participer à d'autres projets. C'est donc la façon de rentrer dans une sorte de cercle vertueux qui ensuite va vous permettre d'élargir votre réseau et de participer à des projets plus ambitieux. Voilà. Donc, je vous encourage vivement à nous solliciter parce que nous sommes là pour vous aider. Donc, à nous solliciter pour vous accompagner dans le montage de vos futurs projets et dans votre future participation à Horizon Europe. Voilà, donc je te laisse la main, Marie-Christine. C'était comme tu voulais, si tu voulais encore continuer un chouïa. Non.
Non, c'est bon, je te laisse la main maintenant Ok, dans la ça deuxième marche. partie. Alors, je vais reprendre mes petites notes. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? On t'entend parfaitement. Parfait. Alors, donc la slide 8. Donc ici, en fait, on vous a mis hop là. Les principaux, donc les principales caractéristiques que doivent avoir les projets attendus dans la destination 2 du cluster 4. Généralement, les projets attendus ont une durée comprise entre 3 et 4 ans. Donc là, c'est une moyenne hein, par rapport au budget. On verra dans les topics que certains budgets peuvent être un peu inférieurs ou un peu supérieurs. Mais de manière générale, en moyenne, les budgets financés des projets sont autour de 5 à 8 millions d'euros. Donc le nombre de partenaires, en gros, il y a pas forcément de limite. On a souvent des projets avec un nombre de partenaires assez important. Par contre, il y a un minimum pour être éligible. Donc en fait, il faut 3 entités légales indépendantes de 3 États membres ou associés au programme Horizon Europe, dont au moins une, donc c'est une nouveauté, établie dans un des 27 États membres. La répartition géographique, c'est vraiment un point clé. Voilà, la Commission européenne attend des projets qui sont équilibrés géographiquement, donc par rapport à la répartition géographique, mais aussi par rapport à la répartition financière, donc des financements demandés. Par rapport au type de partenaire, c'est un peu un projet collaboratif un peu classique, donc avec un consortium, un cœur de consortium où on peut retrouver donc des laboratoires de recherche, des centres techniques, des industriels, donc avec des technologies providers, des intégrateurs de solutions et aussi des end users. Et on va avoir des partenaires, donc ça c'est un peu différent par rapport aux projets collaboratifs plus classiques qu'on peut trouver sur les programmes nationaux. Donc ici, on va pouvoir avoir des partenaires additionnels. Le but, c'est de faire participer des autorités locales, des acteurs sociaux ou des associations locales. Par rapport à la maturité technologique, donc on va avoir des projets qui couvrent l'échelle TRL, donc en gros globalement de 3 à 7. Donc voilà ici l'échelle TRL pour rappel. Donc en gros, on va avoir des projets qui couvrent de la mise en place de prototypes jusqu'à finalement la mise en place des démonstrateurs utilisant ces technologies. Donc ça, c'est pour les projets de type RIA et IA, donc les Research and Innovation Action, qui sont des projets donc de recherche un peu plus amont. Ici, la Commission européenne va pouvoir financer des études de faisabilité, des développements de technologies, des processus ou services, et les taux de financement vont être donc à 100% pour quel que soit finalement le type de partenaire. Pour les Innovation Action, ici sont attendus des projets de recherche un peu plus avancés dans le développement de la solution, donc avec des prototypes et puis surtout des démonstrateurs. Cette fois-ci, les taux de financement vont être toujours de 100% pour les partenaires non-profit, donc tout ce qui est partenaire de recherche. Et suivant les calls, on va avoir des taux de financement entre 60 et 70% pour les partenaires industriels, donc pour les entreprises. Ensuite, on a un autre type d'action, donc c'est les Coordination and Support Action, les CSA. Ici, il n'y a pas de TRL attendu, parce qu'en fait, c'est vraiment des actions qui visent à développer la standardisation, la sensibilisation, la communication, le réseautage entre les acteurs pour développer des bonnes pratiques, faire des échanges de connaissances, de bonnes pratiques, mettre en place des formations. Voilà, c'est vraiment le but est vraiment de soutenir les grandes priorités politiques publiques de la Commission européenne par rapport donc dans ces projets CSA. Ensuite, on a voulu aussi vous parler
des appels cascade funding ou soutien financier à des tiers. Alors en fait, vous ne les verrez pas directement apparaître dans le sens où ce sont des appels qui sont financés via des gros projets, donc Innovation Action, Research and Innovation Action. Donc vous allez avoir le gros projet financé qui lui-même va construire des appels à projets pour pouvoir financer et distribuer des financements en sélectionnant des projets de plus petite taille. Voilà. C'était intéressant de vous les signaler également aujourd'hui. Donc ici, on passe sur un peu la capture d'écran de ce que vous pouvez trouver en fait dans le programme de travail du cluster 4 lorsque vous le déroulez, globalement les autres clusters aussi, hein, mais quand vous déroulez le programme de travail, vous allez avoir accès au topic et vous allez avoir toujours la même structure. Donc vous avez la référence de l'appel avec en fait un peu le code d'identification du topic donné par la Commission européenne. Vous avez donc le CL4, donc cluster 4, l'année de date de clôture généralement, et après la destination et puis le numéro du call. Le titre de l'appel, avec entre parenthèses si c'est Innovation Action ou RIA ou CSA. Après, vous avez dans un petit tableau les conditions générales du topic de l'appel, donc avec les infos clés en fait, hein. Le budget attendu pour les projets, le type de projet, le budget global aussi indicatif de la Commission européenne. Donc voilà, ça vous donnera le nombre de projets financés en fait. Et aussi le niveau de maturité technologique attendu, donc en début de projet et à la fin du projet. Tout ça, bien sûr, à avoir bien en tête quand vous construisez votre projet. Ensuite, vous avez un petit premier paragraphe donc, sur les expected outcomes. Donc, en fait, c'est les impacts attendus. C'est vraiment ce que la Commission européenne attend et souhaite que le projet adresse. Et c'est vraiment essentiel à prendre en compte lorsque vous allez imaginer votre projet. Ensuite, vous avez le périmètre du projet, les activités attendues. Donc là, le but est vraiment de coller au plus proche avec les activités attendues du projet par rapport à ce que vous allez proposer. Et enfin, vous avez des éléments additionnels attendus, donc qui sont aussi à lire. On en retrouve pas mal de communs dans les différents topics du cluster 4, mais c'est bien à regarder au cas par cas suivant le topic qui vous intéresse. Le but, c'est de bien les prendre en compte, de ne pas les mettre de côté, parce que c'est un peu en dernier, donc on se dit c'est pas forcément intéressant ou important, mais c'est vraiment primordial. Donc là, voilà, on peut demander des collaborations avec d'autres projets, fournir des business plans ou aussi des coopérations internationales avec des pays, avec des entités de pays tiers ou d'autres pays. Donc globalement, voilà, il faut bien lire l'appel, c'est généralement assez clair, hein, et il faut bien prendre en compte tous les points. N'hésitez pas à bien le relire, à bien le stabiloter, et pour vraiment pas oublier des points qui pourraient être cruciaux. Et le but, c'est vraiment voilà, que votre projet réponde aux attentes de l'appel et donc aux attentes de la Commission européenne. Les évaluateurs des projets vont bien regarder en fait tous ces points-là. Alors maintenant, du coup, je vais passer donc à la présentation de la destination 2 du cluster 4, un peu général. Avant, bien sûr, après de laisser la parole à mes collègues qui vous présenteront les topics un peu plus en détail. Mais alors, du coup, ici, par rapport au cluster 4, l'idée est vraiment de comprendre aussi dans quel contexte actuel le cluster 4 a été construit. En fait, il suit les grandes priorités actuelles des politiques publiques européennes.
Donc, on retrouve bien sûr la trace du Green Deal et de Europe for Digital Future. Le cluster 4 adresse donc voilà cette double transition, double priorité, une transition verte et une transition numérique qui se croisent et s'alimentent. Et voilà, le but est vraiment de faire ressortir les deux aspects dans chaque projet proposé. C'est important aussi de faire référence à ce contexte vraiment dans votre projet quand vous allez le rédiger. Donc voilà ici l'architecture du cluster 4. Vous voyez qu'il est découpé en 6 destinations. On a différentes destinations qui vont traiter des aspects industriels, numériques et espace, d'où son nom. Donc par rapport voilà, à ce qui nous concerne aujourd'hui, par rapport au PCN Industrie, on va pouvoir trouver des traces de la thématique industrie dans 2 destinations prioritairement, donc qui sont les 2 premières, qui sont fléchées industrie. Donc la première qui va traiter un peu de l'industrie en elle-même, de la production en elle-même, donc industrie manufacturière, de transformation ou de construction. On a fait un webinaire hier d'information sur cette destination-là, donc si ça vous intéresse, vous pourrez le regarder en replay. Aujourd'hui, donc c'est le webinaire sur la destination 2. Donc la destination adresse en fait les outils pour cette industrie, pour cette production, voilà, par rapport aux matières premières, aux matériaux, à l'économie circulaire. Donc pour ces 2 premières destinations, on a une première vague de clôture d'appels donc de topics qui arrivera en septembre, et une seconde vague de clôture donc qui sera en mars 2022. Si on continue à balayer aussi les destinations, on va pouvoir retrouver en fait des thématiques industrie un peu diluées dans les destinations 4 et 6. Donc les 4, en fait, la destination 4 traite des technologies du numérique, mais avec des aspects implémentation et mise en place des outils numériques dans l'industrie. La destination 6, c'est aussi sur les technologies du numérique, mais avec des sujets industrie qui intègrent des aspects humains dans l'usine, dans l'industrie. Donc on fera en fait un webinaire d'informations sur les destinations 4 et 6, et ce sera lundi matin, le 28 à 9h30. Donc ces 2 destinations ont une première vague de clôture d'appels donc en octobre cette année, et la seconde aura lieu en avril. Après, dans le cluster 4, on ne faut quand même pas les oublier, on a aussi les destinations 3 et 5. Donc après, là-dessus, c'est plus sur tout ce qui est numérique, mais pas forcément de liens ou de thématiques bien identifiées sur l'industrie. Et donc sur la destination 5, c'est vraiment sur l'espace, voilà, vraiment dédié à l'espace. Hop. Et donc là, c'est encore une petite slide qui vous montre ce que je vous avais dit tout à l'heure, donc sur les éléments supplémentaires à intégrer dans certains topics. On vous a remis un slide ici parce qu'en fait, il y a pas mal de topics de la destination 2 qui demandent voilà, de produire un business case. Voilà, l'idée est vraiment de démontrer l'impact de votre projet sur le marché à court, à moyen terme, de décrire les marchés ciblés aussi en fonction des besoins, et de voir si les solutions proposées correspondront bien, enfin, vraiment démontrer que les solutions proposées par votre projet correspondront bien aux attentes. Donc voilà, et se placer, bien sûr, c'est un business case par rapport à la concurrence. Il est aussi attendu pour un certain nombre de topics de produire une exploitation strategy. Le but est vraiment d'identifier les impacts, les obstacles et les exigences, les actions nécessaires pour atteindre les TRL plus élevés, et voilà, de faire que votre projet va pouvoir répondre à l'appel pour mettre en place des chaînes de valeur, améliorer la robustesse des produits, voilà, et l'acceptation de l'utilisateur également. Pour les TRL un peu plus haut, il faut vraiment construire une stratégie solide, crédible,
pour réaliser une future fabrication à grande échelle dans l'Union européenne, avec des engagements de partenaires industriels après la fin du projet. Le but est vraiment de montrer que ce que vous avez proposé dans votre projet va vraiment pouvoir aboutir et pouvoir être produit sur le territoire de l'Union européenne et voilà, être aussi développé ailleurs sur d'autres territoires de l'Union européenne, que ce soit vraiment mis sur le marché. Voilà pour ce petit point complémentaire. Une petite slide pour présenter de manière générale les sections qu'on retrouve dans la destination 2. Là-dessus, Julie et Mathilde vont pouvoir rentrer dans le détail de ce qui est attendu pour chaque section par rapport au topic proposé. Globalement, on va retrouver des thématiques autour des matières premières pour mettre en place une autonomie stratégique de l'Union européenne, mettre en place de l'économie circulaire, rendre l'Union européenne climatiquement neutre. Dans le même sens, mettre en place des chaînes de valeur résilientes et circulaires, développer des matériaux verts et durables, des matériaux également au service de la société, de l'environnement, de l'industrie climatiquement neutre. Donc pas que avec ces aspects société aussi pris en compte. Mettre en place des actions transversales entre les matériaux et les données, donc avec l'interopérabilité des données. Et enfin, une section sur améliorer la résilience et la préparation des entreprises de l'Union européenne, en particulier les PME et les startups, pour développer ces nouvelles innovations technologiques et les mettre réellement en place et les implémenter sur le territoire de la Commission de l'Union européenne. Et voilà, du coup, je vais passer la parole à une de mes collègues qui va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail sur les projets attendus par la Commission européenne. Bonjour à tous, donc je suis Mathilde Bruyère. Je vais commencer par cette première section qui concerne les matières premières. Donc ici, on va regarder les matières premières primaires et secondaires, et notamment celles qui sont nécessaires aux écosystèmes de la mobilité électrique et aux énergies renouvelables. L'idée, c'est vraiment d'augmenter l'autonomie de l'Union européenne, de sécuriser leur approvisionnement et du coup de limiter surtout la dépendance aux ressources extérieures. Dans ces topics, on a des éléments qui sont communs, qu'on retrouve partout. Donc, on va demander pour chacun de ces projets de faire un travail de sensibilisation à l'importance des matières premières pour la société, pour les difficultés d'approvisionnement, et puis travailler sur l'acceptabilité des solutions proposées. On a une limitation de la zone géographique de participation puisque tout, contrairement à l'ensemble d'Horizon Europe, à la philosophie générale, on va dire, en notant bien ce qu'Hélène a pu dire précédemment, on a des zones bien définies de participation pour ce topic-là. Donc, ce sont les pays, les États membres et pays associés, les pays de l'OCDE, les pays d'African Union, le Mercosur, le CARIFORUM et la communauté andine. Alors, uniquement ceux-ci peuvent participer. On va aussi avoir un travail à faire sur nombre de ces sujets, sur les aspects données pour qu'elles soient gratuites, ouvertes, et aussi qu'elles soient compatibles avec la classification des Nations Unies pour les ressources. Sur une grande majorité de projets, on va aussi vous demander de collaborer avec des initiatives précédentes. Alors, je vais vous présenter d'abord les sujets 2021 et puis ensuite, on a 2 autres slides pour 2022. On voit qu'en fait, on a 2 premiers sujets pour les matières premières secondaires, le 3 et le 4, avec une RIA pour le premier, pour identifier donc les sources de nouvelles de matières premières secondaires. J'appelle votre attention au budget qui est demandé ici. On a 13,5 millions. C'est rarement le cas sur une RIA. Donc, on attend vraiment quelque chose d'assez costaud en termes de contenu et de consortium.
Voilà, donc ici, sur ce premier sujet, on va demander vraiment à regarder la question de l'approvisionnement national. En gros, on va se concentrer sur un approvisionnement interne à l'UE en réutilisant les déchets donc de batteries, d'équipements électriques, électroniques, les déchets miniers, les déchets de la construction, de la démolition. Et on va collecter des nouvelles données sur celles-ci. On va travailler sur des aspects statistiques, des modèles de statistiques pour l'UE. Et voilà, et articulation avec l'UNFC. Pour la deuxième, on est ici toujours sur l'approvisionnement en matières premières secondaires, mais avec une action d'innovation. Voilà, donc on va regarder plutôt les nouveaux procédés, les produits, les services, et puis faire une analyse des opportunités financières qui existent aussi. Ensuite, on va avoir deux sujets qui vont concerner l'approvisionnement en matières premières primaires. Donc là, ce sont les deux derniers sur la slide, le 6 et le 7. On a une ERIA et une IA. Donc la première, ça va, la 6, on va chercher à développer de nouvelles connaissances et de nouveaux modèles conceptuels soutenus par les technologies innovantes pour renforcer et sécuriser l'approvisionnement de l'UE en matières premières. Voilà, on va notamment regarder des aspects géologiques, les modèles génétiques pour les types de gisements, des approches innovantes géologiques, géophysiques et géochimiques et de l'analyse de données. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai fait une erreur. L'approvisionnement, c'est le 5 et le 6. Donc, je vous ai parlé du 6. En fait, le 5, on est sur l'approvisionnement en matières premières primaires sur l'Afrique. L'idée, c'est de sécuriser le partenariat avec les pays africains pour être sûr qu'on ait cet approvisionnement. Donc, on va regarder notamment à cartographier les opportunités d'investissement, les instruments financiers qui existent, développer des nouveaux modèles commerciaux, construire un réseau d'affaires. Voilà. Et donc, notre dernier sujet, le 7, il va concerner en fait ici les produits qui vont être issus de ces matières premières. On a un projet d'innovation avec 12 millions d'euros. Donc, on va chercher à avoir des produits qui soient durables, à haute valeur ajoutée et dotés de propriétés fonctionnelles améliorées grâce à ces matières premières. Pour l'année 2022, on va s'intéresser principalement, voilà, la majorité des sujets vont porter sur les processus et les procédés d'extraction des matières premières. Avec un premier sujet, une RIA, donc à nouveau un gros budget, qui va porter sur l'extraction en haute mer. Ici, on va vous demander de designer, de développer et de tester un système de surveillance de ces activités qui soit capable de fonctionner en continu et qui soit transparent et capable de surveiller tous les paramètres environnementaux pertinents. Il s'agit notamment de permettre aux autorités de délivrance et de contrôle d'avoir un accès continu, mais aussi de protéger la confidentialité des affaires. Ensuite, on va avoir un sujet sur l'autorisation pour les zones écologiques protégées. Donc, on va regarder les procédures d'autorisation, en fait, voilà, pour qu'elles soient plus efficientes, plus efficaces et transparentes, tout au long du cycle de vie de l'extraction minière. Donc, on va regarder, par exemple, l'évaluation des conditions de fond naturelles avant l'extraction minière, l'évaluation de l'impact sur la santé humaine et la biodiversité. Voilà. L'idée, c'est d'échanger des bonnes pratiques, notamment, et puis de diffuser les analyses aux autorités compétentes. Ensuite, on va avoir deux sujets, le 4 et le 6, sur des outils numériques au service de l'extraction minière, donc deux sujets d'innovation, avec un premier sujet qui va porter sur le développement de plateformes numériques pour intégrer les données d'observation de la Terre, les données in situ et la modélisation des données. Et l'idée, c'est d'améliorer la gestion de ces données et la prise de décision pendant le processus d'extraction. Notre sujet numéro 6, il va adresser les technologies pour accélérer
l'innovation dans le secteur minier nécessaire à la transformation numérique. Et donc, on parle de technologies de mégadonnées et de méthodologies d'intelligence artificielle. Alors, on va regarder avec ça les domaines de l'exploration minérale in situ, les procédures d'autorisation, l'extraction elle-même, le traitement des minéraux, y compris le recyclage, et puis les activités de fermeture et de post-fermeture. Et enfin, on a un dernier sujet qui porte sur les technologies d'observation spatiale en soutien au secteur minier et en particulier pour permettre l'autonomie et la transition verte. Pour cette section matières premières, on a 2 derniers sujets en 2022. Si vous pouvez passer sur la slide suivante, merci. Qui, eux, vont porter à nouveau sur l'autonomie de l'approvisionnement. Et donc, on va regarder à récupérer donc, des matières primaires secondaires, notamment. Et notamment, alors le premier sujet, en améliorant la transparence et la traçabilité des données de la chaîne d'approvisionnement. Et puis, le deuxième sujet, il va porter sur les nouvelles technologies et les procédés durables de traitement des minéraux ou de la métallurgie qui soient économes en énergie, en matériaux et en coûts. Voilà, l'idée, c'est d'augmenter la sélectivité et les taux de récupération des sous-produits de valeur. J'en ai terminé pour cette section. Je vais passer le relais à Julie. Bonjour à tous. Donc Julie Rafton-Jolivet. Donc je prends la suite du déroulé sur les sections et les topics en enchaînant avec la section qui concerne les nouveaux paradigmes pour la mise en place de chaînes de valeur résilientes et circulaires. Donc sur cette section, on a deux topics. Le premier qui se clôture le 23 septembre 2021 et le deuxième au 25 janvier 2022 sur globalement des budgets qui vont de 6 à 9 millions d'euros et des actions de RIA. On peut noter quelques éléments communs sur ces deux topics, notamment un lien assez fort avec les organisations éducatives pour la co-conception de ressources d'apprentissage pour former les employés actuels et futurs. Et on en a parlé aussi tout à l'heure, toute la partie business case, exploitation strategy et tout le volet standardisation qui ressort de ces deux appels. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, donc sur le premier topic, on parle ici d'assurer la circularité des matériaux composites. C'est un topic qui a pour objectif de répondre à l'enjeu très fort sur le recyclage des matériaux composites, avec l'impératif de trouver des technologies qui vont permettre de réutiliser et de recycler ces matériaux de manière utile et durable. Sur le volet technologie, on parle évidemment ici de technologies qui vont être respectueuses de l'environnement et bien sûr économiquement viables. Donc les propositions qui sont attendues ici, globalement, doivent proposer des systèmes de démantèlement et de tri innovants, le développement et l'intégration de nouvelles solutions pour une meilleure réutilisation des produits et des composants, de développer des méthodes nouvelles pour le recyclage d'une large gamme de matériaux composites et leur réutilisation en matières premières secondaires. Démontrer également à un niveau pilote la faisabilité des approches de réutilisation et ou de recyclage des composites et de ces matières premières secondaires. Développer des outils qui vont permettre de démontrer cette circularité et tous les avantages environnementaux qui seront liés à ces différentes solutions. Envisager donc ce que je disais tout à l'heure, la co-conception avec des organisations éducatives pour la formation des employés actuels et futurs. À noter également, il est précisé dans cet appel que le cas échéant, toute solution qui visera à réduire les composés toxiques dans les matériaux obtenus devra également inclure la gestion des substances dangereuses qui seront retirées.
Donc globalement, en termes de résultats, résultats attendus, on est sur la réutilisation du matériau composite, la récupération donc de matières premières secondaires d'une valeur supérieure à celles qui sont actuellement disponibles. Évidemment, la réduction des déchets, l'impact positif sur l'environnement, la création aussi de nouveaux flux de valeur grâce à des nouvelles technologies avec un potentiel d'exploitation commerciale. Par conséquence aussi l'adoption accrue de nouveaux matériaux composites dans des applications industrielles. Sur le deuxième topic, on parle ici de chaîne de valeur circulaire à faible émission grâce à la digitalisation. On va parler ici de l'enjeu de créer un système d'information qui sera transparent et qui va garantir la circularité des chaînes de valeur avec le recyclage des déchets, encore une fois, qui deviennent des matières premières secondaires, que ce soit en boucle fermée ou en réutilisation sur d'autres industries. Donc globalement, pour répondre à cet enjeu, l'idée ici, c'est de concevoir et de piloter ces systèmes d'information tout au long de la chaîne de valeur des industries, avec un focus spécifique sur les industries de transformation. Globalement, ici, les propositions doivent apporter de nouvelles solutions pour une meilleure utilisation des matières premières secondaires, donc tout au long de la chaîne de valeur, que ça soit, comme je disais, en boucle fermée ou sur d'autres industries. De proposer des méthodologies pour le traçage numérique, certification des matières premières secondaires, à la fois sur la composition des matériaux et sur leur qualité. Proposer aussi des outils numériques qui vont aider à la certification des produits. Proposer des logiciels à source ouverte avec une conception matérielle ouverte et un accès qui sera facile aux données afin de faciliter l'accès aux informations, comme on le disait tout à l'heure, en boucle fermée ou sur d'autres industries. Indiquer donc via des différents outils la composition, l'origine des matériaux recyclés et également toujours ce volet ressources d'apprentissage pour les salariés. En termes de résultats, donc là, on est vraiment sur la démonstration de la réduction des déchets par l'application de technologies numériques et optimiser l'utilisation de ces matières premières secondaires sur la globalité de la chaîne de valeur. Le prochain slide. Merci Julie. Non, je pense que je garde la main. Alors, sur cette section, donc, on enchaîne avec les matériaux verts et durables. Je vous ai mis une petite planète qui indique que sur ces topics, une collaboration internationale peut être envisagée. Et globalement, j'ai divisé cette section en 2 slides, les appels, les topics qui se clôturent au 23 septembre 2021 et dans la slide suivante, ceux qui se clôturent en 2022. Sur cette section, on a à la fois des Innovation Action, des RIA, un PSA sur des budgets qui varient selon les topics. Et pour rentrer un petit peu plus dans le détail des topics, on va commencer par le sujet 08. Donc là, on va travailler sur la création d'une communauté internationale dirigée par l'Union européenne sur les matériaux éco-conçus pour soutenir l'intégration de critères de durabilité sur ces matériaux tout au long du cycle de vie des produits et des procédés. Donc, on parle ici d'établir un réseau international d'experts et de parties prenantes de la communauté des matériaux. L'objectif est de favoriser l'adoption de stratégies d'éco-conception par l'industrie et en particulier par les PME. L'idée ici, donc, c'est de renforcer la collaboration et l'échange d'informations entre les acteurs concernés sur toute la chaîne de valeur, que ce soit la partie développeur jusqu'aux utilisateurs en aval, avec la promotion du développement et de la mise en œuvre d'une approche durable par la conception. Donc là, on est également
On travaille également sur la partie renforcement de l'appropriation globalement de la société par le biais d'une action active et l'autonomisation des personnes et des communautés en tant qu'acteurs de cette transition. Les différentes propositions attendues devront contribuer à différents résultats. Parmi les résultats, par exemple, on a les critères et principes directeurs d'éco-conception. On a le fait de créer une structure permanente pour le fonctionnement à long terme de ce réseau d'experts. Et également aussi toute la partie feuille de route, avec la définition de feuilles de route qui seront largement soutenues et mises à jour, qui seront basées sur l'état de connaissances actuel, les lacunes qui pourront être identifiées en matière d'information, et globalement transformer tout ça en questions spécifiques de projets de R&D. Sur les résultats, on est sur le développement au niveau européen d'une compréhension commune des principes de durabilité. Sur la partie matériaux, que ce soit sur les produits ou les procédés, avec l'identification de dimensions qui doivent être intégrées dans l'évaluation, telles que la performance de la durabilité d'un produit, et à la fois améliorer une approche systémique qui sera basée sur tout ce qui est ACV, analyse de cycle de vie. À noter également sur ce topic, un lien doit être fait avec d'autres topics, notamment les topics résilience 11, résilience 12 et résilience 13. Donc globalement, on va en parler juste après. Sur le topic numéro 2, le topic numéro 2 sur le slide et le numéro 9, on est ici sur la promotion de la disponibilité, de l'abordabilité, de la durabilité et de la sécurité de l'approvisionnement de l'Europe en produits chimiques et matériaux essentiels. Donc là, en termes d'enjeux, on répond très clairement aux besoins de l'Europe d'accroître sa flexibilité et de s'adapter rapidement. D'adapter rapidement ses capacités de production pour faire face à l'évolution des besoins en approvisionnement, et renforcer globalement la capacité à produire des matériaux et des produits chimiques de manière durable et compétitive. Donc, on doit, sur ces projets, contribuer à aider l'Europe à surmonter sa dépendance à l'égard d'importation de produits chimiques, notamment tous les produits qui sont essentiels. Donc, tout cela fait bien sûr sens avec la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, et toutes les questions d'approvisionnement et d'indépendance qui se sont posées. L'idée aussi, c'est de fournir de nouveaux concepts de production modulaire pour l'industrie chimique. Donc, il y a plusieurs exemples qui sont cités, notamment un qui serait par exemple la production d'ingrédients de base pour les produits pharmaceutiques ou d'autres produits sociétaux essentiels, qui permettrait de réduire considérablement le temps de développement des procédés et l'application donc de nouvelles technologies d'intensification des procédés. On cherche ici aussi à produire de façon efficace, flexible et bien sûr autonome différents types de produits essentiels qui pourraient être expédiés rapidement là où les besoins seraient les plus importants. Permettre un traitement décentralisé et continu des produits chimiques et des matériaux à haute valeur ajoutée. Et globalement, réaliser un impact significatif sur la réduction des coûts de production, des efforts de conception et des délais de mise sur le marché, en prenant en compte évidemment tout ce qui est effort logistique. Sur les actions d'innovation, globalement, ça reprend un petit peu tout ce que je viens de vous expliquer. Permettre un traitement décentralisé et continu des produits chimiques, la normalisation donc des concepts de production modulaire, y compris les normes internationales, un équipement intelligent dans le traitement intensifié, et globalement l'amélioration de la flexibilité et de la modularité des équipements.
Je ne voulais pas préciser, hein, mais globalement, sur ce type de topic, on attend également tout ce qui est business case et exploitation strategy. Sujet ouvert aussi, comme je le disais, à la coopération internationale, mais avec des exclusions, comme le citait Mathilde tout à l'heure. Sur le topic numéro 10, donc là, on parle ici un peu plus de plastique, plastique recyclé. L'objectif ici, c'est de permettre au plastique recyclé d'être plus rapidement utilisé comme matière première pour de nouveaux produits. Donc, on parle ici de mettre en place des procédures fiables et normalisées, à la fois pour caractériser, retracer l'origine et garantir la sécurité de ces plastiques recyclés. Donc, en termes de travaux, on est sur le développement de procédures d'échantillonnage et d'analyse qui seront faciles à utiliser pour garantir une qualité constante de ces produits recyclés. Développer des méthodologies qui vont également dans ce sens. Développer et normaliser tout ce qui est méthode de traçabilité. On est encore une fois sur l'origine des matériaux, la gestion des informations numériques. Donc là, on parle par exemple de technologie de marquage ou de blockchain. Détecter également et séparer les additifs hérités du passé dans le flux de déchets et garantir un recyclage sûr de ces plastiques qui contiennent des additifs. Et globalement, développer l'innovation, développer des pratiques globales et créer des communautés qui vont stimuler tous ces projets de recherche. En termes de résultats, on est sur la définition de produits, de cette typologie de produits recyclés qui sera largement acceptée par l'Union européenne et le développement donc, de ces méthodes de vérification sur le contenu de ces produits. Le développement de ces procédures pour la caractérisation et la traçabilité. Pareil, hein, comme sur le sujet précédent, on est aussi sur le renforcement de l'appropriation et de l'engagement de la société pour tendre vers une transition plastique davantage circulaire. Ensuite, sur le topic numéro 11, on va parler ici des matériaux polymères sûrs et durables dès la conception. Alors, ce topic, il fait référence à tous les enjeux économiques, environnementaux, sanitaires, sociétaux qu'on connaît pour le développement de matériaux sûrs et durables dès la conception, y compris sur les plastiques. Donc là, on va travailler plus particulièrement donc, sur la conception et le développement de nouveaux polymères recyclables qui vont remplacer ou améliorer les polymères qui sont actuellement difficiles à recycler. Donc là, on parle notamment de PVC, de thermodurcissables, de multicomposants, que ce soit des multicouches ou des mélanges. On est sur la conception et le développement donc, de plastiques plus sûrs qui vont être moins dépendants d'additifs potentiellement dangereux. La réalisation d'un inventaire de ces additifs détectés dans les plastiques en fonction de leur toxicité. Et globalement, l'intégration de ces aspects de sécurité, durabilité, sécurité, circularité, tout au long du cycle de vie de ces produits. En termes de résultats, on est évidemment sur la réduction de l'empreinte environnementale. L'identification de priorités pour la substitution de tout ce qui est additif nocif, des nouvelles technologies et des opportunités commerciales pour l'industrie du recyclage dans toute l'Union européenne. Et à savoir aussi que ce topic fait référence à un autre topic qui est le 0108. Donc des liens doivent être faits entre les projets, les propositions qui seront déposées sous ces topics, sous ces deux topics. Et enfin, le cinquième topic sur ce slide, donc le numéro 12, on va parler ici des revêtements métalliques et des surfaces techniques sûres et durables. Donc l'idée ici, c'est de garantir la sécurité et la durabilité des nouveaux revêtements métalliques avec une approche systémique qui va à la fois intégrer le volet sécuritaire, circularité, fonctionnalité des matériaux tout au long de leur cycle de vie.
En termes de résultats, le topic indique différents types de résultats, notamment donc au moins 2 matériaux nouveaux qui vont présenter une efficacité améliorée par rapport aux matériaux traditionnels. La modélisation des matériaux assistée par des méthodes avancées. Donc là, le topic mentionne des méthodes basées sur la physique, l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle, l'intégration de concepts d'éco-conception et de circularité pour ces nouveaux revêtements métalliques. Et également aussi la fourniture, la définition de recommandations pour la fin de vie de ces nouveaux matériaux, ce qui fait lien aussi avec toutes les exigences REACH. On est aussi sur des stratégies innovantes pour améliorer la récupération, la recyclabilité, la purification, réutilisation des produits en fin de vie, le développement d'outils d'aide à la décision en ligne pour guider l'industrie dans la mise en œuvre de ces approches qui vont être plus sûres et plus durables. On parle aussi de processus de normalisation, l'élaboration de feuilles de route pour parvenir à une normalisation qui sera aboutie et contribuer plus largement à l'élaboration de critères et de principes directeurs pour une conception qui sera plus sûre. Et encore une fois, à noter que ce topic fait le lien également avec le topic numéro 8. Sur la slide suivante, voilà, donc là, sur cette slide, donc comme je vous le disais tout à l'heure, je l'ai découpé en deux et vous avez ici les appels qui vont se clôturer au 25 janvier 2022 avec uniquement des actions de RIA sur des budgets qui vont globalement de 3 à 6 millions d'euros selon les topics. Sur le premier sujet, là, on va travailler sur les matériaux innovants pour les composants et les systèmes nanoélectroniques avancés. L'idée ici, c'est de développer des nouveaux composants et systèmes innovants qui vont être dotés de fonctionnalités nouvelles et de meilleures performances, globalement appliquées à différents types de secteurs. C'est assez large, que ce soit les secteurs de la santé et du bien-être, la mobilité, le transport, l'aéronautique, la surveillance de l'environnement, la sécurité, l'énergie, les villes intelligentes, les textiles intelligents et globalement la fabrication. En termes de travaux, là, on est sur différents types de technologies qui peuvent être abordées. On est sur la conception et le traitement de matériaux innovants pour des dispositifs qui feront appel à différentes technologies. Donc là, par exemple, sont mentionnées les technologies de spintronique, l'informatique in matériaux, la multidétection, la photonique, la nanomécanique, la biodétection parmi d'autres, et l'intégration hétérogène de nouveaux matériaux. Donc là, par exemple, on parle notamment de graphène, d'oxyde de titane, d'oxyde d'aluminium, parmi d'autres. Sur le deuxième topic, on va parler ici des matériaux légers avancés pour des structures éco-énergétiques. Donc l'idée ici, c'est de mettre au point de nouveaux matériaux qui seront légers, durables et à haute performance, ainsi que des techniques de fabrication associées qui vont répondre à ces exigences de qualité. Donc sur les domaines de recherche, on parle ici donc du développement de nouvelles chimies pour les résines à durcissement rapide et de nouvelles techniques de production associées. En termes de technologie, on est également sur la conception de matériaux qui vont permettre d'obtenir des composites hybrides basés sur une variété de constituants. Des nouveaux composites donc multifonctionnels, où les matériaux et les structures sont également optimisés pour d'autres types de fonctions, par exemple la gestion thermique, la récolte et le stockage de l'énergie, l'autosurveillance, etc. Et en termes de résultats attendus, on a différents types de résultats. Donc, par exemple, la réduction des coûts de production des matériaux légers renouvelables. Là, on parle par exemple de 25% de réduction par rapport aux matériaux qui sont actuellement utilisés. On parle également de poids de produits légers
de produits légers qui vont contenir plus de 50% de matériaux durables et biosourcés, du potentiel donc d'allègement qui va aller jusqu'à 30% grâce à des fonctionnalités adaptées. Une réduction des émissions de CO2, donc là, ça fait appel à tout ce qui est analyse de cycle de vie, réduction d'au moins 20%, des modèles commerciaux et chaînes de valeur circulaires pour les composants légers et biosourcés, et globalement l'amélioration des délais de mise sur le marché pour les fournisseurs européens de ces solutions légères. Sur le troisième sujet, donc là, on parle des composants et des structures multi-matériaux fonctionnels. Le scope ici, ça va être la quantification de l'amélioration des fonctionnalités, des propriétés, de la qualité, de la durée de vie des pièces fabriquées. On parle de différents types de matériaux. On parle également de l'évaluation, de l'adaptation des propriétés de ces matériaux au processus de production pour permettre différents types d'assemblage. On est sur la combinaison entre de la conception mécanique de précision avec des méthodes de fabrication additive pour fournir des solutions d'assemblage sur mesure. Une meilleure compréhension des propriétés des matériaux intégrés aux nanotechnologies et à leur fabrication. Et globalement aussi, tous les aspects liés au recyclage de ces composants et des structures multimatériaux doivent être abordés en détail. En termes de résultats, on est sur l'efficacité énergétique, accroître la compétitivité des nouveaux articles multimatériaux, développer des structures optimisées en termes de performance opérationnelle, de poids et la réduction des délais de fabrication. Sur la suite, on est sur le revêtement, tout ce qui est revêtement organique et hybride, à la fois sûr et durable. Donc là, on est sur la recherche et le développement de matériaux innovants qui vont être dotés de différentes fonctions tensioactives. Les propositions là doivent se concentrer sur l'intégration de tout ce qui est aspect de durabilité, sécurité. Donc, quand je parle de sécurité, on parle de toxicité, circularité, fonctionnalité des matériaux, avec des projets qui doivent globalement développer différents outils informatiques qui seront utilisés pour soutenir la conception de ces matériaux, avoir au moins 2 matériaux nouveaux, y compris des matériaux biosourcés qui vont être évolués en termes de performance et de risque à la fois pour l'homme et pour l'environnement. Une empreinte carbone réduite, évidemment tout ce qui est recyclabilité, impact environnemental global. Donc là, c'est tout ce qui est analyse de cycle de vie. Et un programme, tout ce qui est programme de certification. Voilà. Je passe la parole, je pense, à Mathilde pour la suite. Voilà, cette fois-ci, c'est bien moi. Donc, on prend la suite sur une section qui s'appelle « Matériaux au service de la société, de l'environnement et de l'industrie climatiquement neutre ». Ici, on a à nouveau des éléments communs. Ils vont porter sur le fait qu'il va falloir faire attention à la protection des droits de propriété intellectuelle européens, ce qui signifie qu'on va pouvoir collaborer avec des pays hors UE et hors pays associés uniquement quand on est sûr qu'on a un avantage mutuel sur ces questions. Alors, on a à nouveau pour cette section une slide pour 2021 et une pour 2022. Alors ici, en 2021, on va avoir un sujet qui va porter, on va dire, sur la santé au sens large, notre dernier sujet, et puis 3 autres qui abordent différents types de production d'énergie. Donc on a un premier sujet qui est une action d'innovation qui va porter sur le développement de réacteurs catalytiques chauffés électriquement plus économes en énergie. Donc, on va adresser en fait la prochaine génération de technologies de réacteurs industriellement évolutifs et robustes ou des matériaux catalytiques associés pour une production chimique électrifiée avec une conception optimisée. Et ici, on va aller jusqu'à l'unité pilote. On a ensuite un sujet qui est en fait une CSA
et je dirais une CSA de lobbying. Ça va dire que l'objectif, en fait, c'est vraiment de créer une communauté d'innovation. Ici, elle va porter sur l'aspect Solar Fuels and Chemicals. Et l'idée, c'est d'avoir des acteurs industriels et des acteurs sociétaux, en fait, pour préparer une initiative de recherche et d'innovation à grande échelle qui ira au-delà de cette CSA. C'est-à-dire qu'on va préparer un partenariat ou un autre instrument financier qui sera discuté avec la Commission et les États membres et pays associés. Donc, on prépare le terrain pour une initiative d'une ampleur beaucoup plus grande sur ces sujets. On retourne à un sujet recherche et innovation avec le stockage de l'hydrogène, où ici, on va travailler sur la synthèse de l'ammoniac à basse pression pour le stockage et la distribution à long terme de l'hydrogène. On va travailler sur le développement de nouveaux catalyseurs et puis également de nouveaux matériaux ultra poreux, des récipients qui vont nous permettre de contenir ces matériaux ultra poreux et des matériaux pour ces récipients. On a donc notre dernier sujet qui va porter sur les nouveaux nanorevêtements et nanocomposites antiviraux et antibactériens. Ici, on va regarder des gammes d'applications, d'abord sur les surfaces dites à fort trafic, donc on sent bien l'influence post-Covid, poignées de porte, fenêtres des lieux publics, etc. Et puis également sur les revêtements pour les textiles, donc notamment les vêtements de protection dans les usines de transformation des aliments, des masques faciaux, etc. Voilà, donc on va avoir la synthèse durable de ces nanomatériaux, de ces nanorevêtements et nanocomposites. Et puis les méthodes d'application, l'adhérence de surface et la durabilité, et aussi leur toxicité. Donc voilà pour 2021. Ensuite, sur 2022, on a à nouveau un sujet santé. Ici, santé à proprement parler. Et puis, 2 sujets énergie et un sujet des pollutions. On va retrouver les mêmes contraintes de coopération limitées à des cas d'intérêt mutuel sur la propriété intellectuelle. Alors, notre premier sujet innovation, le premier sujet sur la slide, qui est en fait un sujet de recherche et innovation. On va adresser ici l'ingénierie tissulaire, les organes artificiels, les implants, les bio-encres pour les plateformes de bioimpression, la microfluidique, les échafaudages bioactifs, les dispositifs portables et implantables, les diagnostics in vitro, etc., etc. Tout ce qui peut se trouver sous ces aspects. Notre deuxième sujet est en fait un sujet de dépollution, puisqu'on va regarder, grâce à ces membranes de séparation et de distillation, à faire des réductions significatives des émissions industrielles dans les flux de déchets, notamment dans les eaux usées, les gaz résiduaires, comme l'élimination des gaz ou des polluants volatiles, et puis la purification des eaux usées. Donc, on va regarder le développement de matériaux membranaires de nouvelle génération qui permettent la séparation des gaz aux contacteurs à membrane. Ensuite, on va aussi, dans ce sujet, apporter des conseils par des techniques de modélisation et de la simulation. Donc, l'objectif, c'est de limiter, d'éviter d'avoir des expérimentations approfondies et de soutenir la mise à l'échelle grâce à cette modélisation et cette simulation. Ensuite, notre sujet 16, qui vise à démontrer des nouveaux matériaux de rénovation qui doivent stimuler les économies d'énergie, économiser les ressources et diminuer les émissions de carbone. Donc ici, on parle à la fois de la construction et de l'exploitation des bâtiments neufs et anciens. Il faut que ce soit utilisable sur des surfaces existantes. Alors, on ne parle pas de revêtement extérieur ici. Il faut améliorer la qualité de l'air intérieur, la qualité acoustique, et tout ça avec des matériaux qui permettent une construction légère, facile à installer et un prix raisonnable. Voilà. Donc, toute cette efficacité énergétique, elle doit être abordée par l'intégration et l'installation du système en exploitant les synergies entre les technologies, synergies qui sont avérées valables à petite échelle et qui nécessitent une démonstration à plus grande échelle. On va aussi regarder sur tout ce sujet, avoir une analyse de cycle de vie.
Et puis, on a un dernier sujet énergie ici sur des nouveaux concepts de matériaux à utiliser dans les supercondensateurs. Ils vont porter sur des applications qui iront des biens de consommation à l'électrification des transports et à la réduction des émissions. Donc voilà pour nos sujets matériaux au service de la société. Et puis ensuite, on a une autre section sur la slide suivante, qui sont donc voilà, les actions transversales, matériaux et données. On va retrouver des sujets un peu différents. Le premier, on va constituer une base de données pour des biomatériaux pour des applications en santé. Ici, il s'agit d'une CSA. Donc, on ne va pas parler de recherche à proprement parler, mais vraiment voilà, de cette base de données qui doit permettre le développement de protocoles standardisés pour la détermination et pour la mesure de l'efficacité et de la sécurité de ces nouveaux matériaux. Il faudra prendre en compte les spécificités dues au sexe, à la race et à l'âge, qu'il s'agisse d'entités simples ou combinées. On va aussi faire attention ici aux contraintes RGPD dans la collecte de ces données. Alors, pour la plupart des sujets qu'on a sur cette slide, on a une part importante qui va concerner l'interopérabilité des données, dans l'idée de faciliter l'interconnexion entre les processus, les acteurs et les autres industries qui vont être amenés à utiliser ces données. Donc, on va avoir un premier sujet, le numéro 26, là, qui est vraiment dédié à ça, avec l'atténuation des obstacles à la réutilisation des données industrielles et qui doit permettre la facilitation de la libération de la valeur de ces données. Voilà. On va notamment utiliser tous ces aspects dans l'objectif de limiter les déchets et les émissions. On va vous demander d'avoir 3 cas, au moins 3 démonstrateurs et cas d'utilisation, et de couvrir l'ensemble du cycle de vie, matériaux, produits, processus. On regarde aussi les aspects économie circulaire pour ce sujet. On a un sujet qui va porter sur la modélisation et la caractérisation pour les matériaux avancés. Donc ici, il s'agit d'améliorer la conception et les étapes de développement de ces matériaux et produits. On va se concentrer sur des cas d'utilisateurs qui seront liés à des applications à faible émission de carbone et à l'industrie durable. Voilà. On va combiner la théorie et le computational screening, notamment l'intelligence artificielle et le machine learning, par exemple. On va aussi avoir une participation des organismes de normalisation. On a un sujet un peu spécifique, le numéro 20, qui s'appelle Open Innovation Test Beds. Alors, pour ceux qui avaient suivi les programmes NMBP dans Horizon 2020, les Open Innovation Test Beds, c'est une continuité. Ici, on n'a qu'un seul sujet, par contre, contrairement aux programmations précédentes. Et là, on va parler vraiment des technologies, des matériaux innovants, circulaires et neutres pour le climat. Donc, cet OITB doit servir cet objectif-là. Alors, qu'est-ce que c'est un OITB? En fait, c'est un ensemble d'entités qui fournissent à la fois des installations physiques, des compétences et des services qui vont avec ces installations. Et donc, ces aspects-là qui vont permettre aux industries, aux entreprises, et surtout plutôt les PME, en fait, d'avoir accès à ces infrastructures pour faire le développement et les tests et la mise à l'échelle des technologies avancées sur lesquelles ils travaillent. Voilà. Donc, on va adresser par exemple la modernisation des installations et les lignes pilotes existantes ou le développement de nouvelles lignes pilotes. Voilà. Après, autour de l'OITB, il y a tout l'aspect qui vise à rendre la structure pérenne avec un modèle économique, des nouveaux instruments de financement pour assurer donc cette pérennité. On va travailler aussi sur la sensibilisation et la diffusion pour ces plateformes.
Et on a un dernier sujet ici qui va concerner l'optimisation des systèmes industriels et des lignes de production à travers la digitalisation. Donc, vous voyez que cette section est quand même assez hétéroclite. Puisqu'ici, on va voir des outils numériques robustes qui vont intégrer la modélisation des matériaux et le développement de procédés matériaux pour l'industrie. Voilà, donc on va promouvoir l'utilisation et l'adaptation des outils existants et les développements de processus qui soient applicables à différents secteurs. Il faudra travailler aussi sur une meilleure prise de décision et de faibles coûts d'exploitation et intégrer à nouveau des cas d'usage et de l'analyse de cycle de vie. Alors, enfin, pour terminer sur cette section, on a une attente de collaboration avec des projets, notamment des projets précédents qui ont pu être financés sur ces initiatives. C'est le cas, par exemple, de la ligne OITB. Et donc, je vais à nouveau passer le relais à Julie pour la section suivante. Merci Mathilde. Alors, avant de commencer le détail de cette section, je m'excuse par avance de la coquille qu'il y a dans la date de clôture, puisque j'ai indiqué 25 janvier 2022 sur les topics de 27 à 31, et on est bien sur une date de clôture au 23 septembre 2021. Voilà, donc je ferai la correction avant de diffuser les slides, le PowerPoint. On rentre donc dans la section améliorer la résilience et la préparation des entreprises, en particulier des PME et des startups. Donc, on a ici cinq topics différents, des CSA, des RIA sur des budgets, voilà, comme toutes les sections qui varient selon le topic, voilà, qui vont de 1 à 5 millions d'euros. Si on rentre dans le détail donc, du premier sujet, donc le topic numéro 27, on parle dans cet appel de déployer, on fait un focus sur les startups. Donc l'idée ici, c'est de déployer le potentiel des startups, en particulier celles qui ont obtenu un financement précédent de l'Union européenne, en fournissant des solutions technologiques commercialisables qui vont contribuer à la compétitivité et à l'autonomie stratégique de l'industrie européenne. Donc sur les applications, on fait un focus ici sur toutes les applications qui favorisent la neutralité climatique, l'économie circulaire, l'industrie propre, le développement de technologies qui vont être centrées sur l'utilisateur, tout en intégrant des valeurs à la fois sociales et éthiques européennes. Donc, en termes de résultats, ici, on est sur l'augmentation des capacités de mise en adéquation entre les solutions qui seront technologiquement financées par l'Union européenne et développées par des startups hautement innovantes, avec un accès à des financements et des opportunités de croissance. Et on est aussi sur l'évolution du nombre de nouvelles entreprises créées et la capacité de ces entreprises donc à attirer des financements pour leurs innovations. Sur le deuxième sujet, donc ici, on parle d'actions préparatoires pour la réouverture de sites industriels. L'objectif ici, c'est d'analyser donc l'écosystème industriel de plus de 20 régions d'Europe et la manière dont cet écosystème pourrait être influencé par des politiques industrielles globales, des programmes d'innovation, des investissements privés, une politique d'investissement public, à la fois sur le volet infrastructure, numérique et transport. En termes de résultats, on attend ici la définition de plans stratégiques de développement commercial pour la réouverture de plus de 20 sites industriels en Europe, soit qui ont récemment fermé ou qui sont sur le point d'être fermés dans les prochains mois,
proposer des réseaux d'acteurs clés, des parties prenantes et des projets pour soutenir ces régions et explorer de nouvelles approches, à la fois pour évoluer vers une transition verte et numérique de ces industries, tout en soutenant une culture à la fois entrepreneuriale et d'innovation. L'idée ici également, c'est de promouvoir de nouveaux écosystèmes industriels, d'identifier des obstacles à l'innovation et d'établir des recommandations pour développer un soutien politique pour lever ces différents obstacles. Et une analyse qui doit être basée sur des chiffres clés tels que taux de croissance économique, PIB par habitant, salaire, taux de chômage, dépôt de brevets, nombre d'enregistrements d'entreprises par an, etc., etc. Sur le topic innover pour transformer, pour la transition durable des PME, donc c'est le topic numéro 29. C'est un appel ici qui fait appel à du cascade fundings, où les bénéficiaires devront apporter un soutien financier donc à des tiers sous la forme de subventions. Et ce soutien financier devra représenter au moins 50% du budget du projet. L'idée ici, c'est de connecter, de davantage connecter tous les réseaux de soutien aux entreprises existants. Donc, par exemple, on va parler ici du réseau EEN, des réseaux des pôles de compétitivité et des clusters des centres technologiques, etc. Et l'objectif, c'est de connecter toutes ces structures encore plus pour travailler davantage en complémentarité, mais également avec le monde universitaire, les partenaires sociaux et les acteurs de l'innovation sociale. En termes de soutien à des tiers, on attend ici des différents types de soutien, notamment un service de conseil, un soutien qui sera dédié à l'innovation et au renforcement des capacités d'innovation dédiées aux PME. L'idée ici, c'est d'évaluer leur capacité à transformer leur modèle d'entreprise et à accroître leur résilience. Et sur la base de ces recommandations, les PME pourraient derrière recevoir d'autres services de conseil, par exemple sur de la preuve de concept, de la préparation à l'investissement, de la propriété intellectuelle, du transfert de technologie, l'adaptation à des normes, à des règles environnementales, la gestion de la conception, le développement de compétences, etc., etc. Donc une aide ciblée en fonction des différentes problématiques des entreprises qui visent derrière à l'adoption par les PME de technologies avancées. Et ensuite, une fois que ces conseils et ces recommandations auront été communiquées aux différentes PME participantes, elles pourront également bénéficier d'un soutien financier pour mettre en œuvre ces recommandations. Donc, ces soutiens financiers, ça va aller du financement d'une étude de faisabilité, de prototypage, d'essais pilotes, de l'acquisition de services de conseil spécialisés, d'accompagnement. Voilà, tout type en fait de supports qui vont leur permettre d'effectuer cette transition vers l'utilisation de technologies avancées. Sur le topic numéro 4, on parle ici donc d'une usine européenne d'innovation technologique et sociale. C'est un thème donc qui concerne la génération d'innovation qui combine à la fois, comme son nom l'indique, les volets technologiques et social, et qui fournira un soutien financier pour renforcer des capacités à développer des idées et surtout à les transformer en solutions concrètes. Et les aspects, tout ce qui est aspect innovation sociale et entrepreneuriat social est forcément aussi recommandé sur ce topic. Donc ces projets, l'idée donc ici c'est de lancer des appels à idées auprès des entreprises pour proposer des solutions innovantes qui vont devoir répondre à différents critères de l'Union européenne, servir au moins une priorité donc, de l'Union, combiner innovation technologique et sociale, comme je le disais, impliquer la société et l'industrie, avoir une connaissance avérée du marché et une demande avérée du marché pour cette solution et évidemment offrir une solution innovante. L'idée évidemment derrière, c'est de pouvoir soutenir certaines de ces candidatures
avec les critères d'éligibilité qui viennent d'être énoncés, et derrière d'attribuer un soutien financier pour transformer ces idées de projets en démonstration, puis d'arriver à la commercialisation de ces idées. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet. Et le dernier sujet, donc là, on parle ici de soutien pour la mise en œuvre à grande échelle de rénovation de quartiers de logements sociaux. On parle ici de développement de méthodologies intégrées qui va permettre la rénovation de ces quartiers avec une approche intersectorielle. Et l'application de technologies qui vont rendre ces logements sociaux à la fois plus efficaces sur le plan énergétique, plus accessibles et plus vivables. Voilà. En termes de résultats attendus, quelques exemples sur ce topic. Ça va être mobiliser les industriels et les partenaires intersectoriels au niveau local pour développer, adapter, concevoir des nouveaux procédés, méthodes et technologies, avec une attention toute particulière pour répondre aux besoins des résidents, dans le cadre d'une utilisation sociale par le biais de l'innovation sociale, avec une approche centrée sur l'humain. Et suivre une approche donc multi-acteurs qui va intégrer des différents secteurs et différents domaines liés à la construction, tels que l'énergie renouvelable, le traitement de l'eau, l'électronique, etc. Ensuite, la slide suivante. Donc les topics qui se clôturent bien en 2022 pour cela. On a trois topics. Capitaliser sur la normalisation dans les technologies numériques. Donc, en termes de tâches, je vous en cite quelques-unes. Par exemple, on a tout ce qui est cartographie des activités pertinentes en matière de normalisation internationale, avec l'identification de secteurs et de domaines, notamment dans le domaine de la normalisation de l'Internet. On est sur la mise en place de structures de gestion pour soutenir la participation de spécialistes européens clés dans des organisations et des organismes techniques identifiés. Ici, l'objectif, c'est d'atteindre une masse critique, y compris des PME et des startups et du monde universitaire pour les activités de normalisation. Le deuxième sujet reprend les mêmes objectifs et le même format que sur les appels qui se clôturent en 2021, donc innover pour transformer. On est toujours sur du cascade fundings avec du coup un soutien financier qui est apporté à des tiers sous la forme de subventions pour au moins 50% du budget. Et sur le contenu, on est exactement sur le même contenu, conseil aux entreprises et derrière un soutien financier pour mettre en œuvre les différentes recommandations. Sur le troisième sujet, là on parle ici de stimuler la relance économique, l'autonomie stratégique dans les domaines technologiques numériques par le biais d'achats publics avant commercialisation. Donc là, on est vraiment sur des actions d'achat public, donc c'est un topic assez spécifique. L'idée, ça va être d'aider un groupe d'acheteurs à renforcer les marchés publics de recherche, de développement, de validation, et de déploiement de nouvelles solutions qui seront susceptibles d'améliorer la qualité et l'efficacité dans les domaines d'intérêt public et qui va permettre surtout des débouchés commerciaux aux entreprises et aux chercheurs actifs sur ces sujets. L'objectif est de tirer parti aussi de ces actions d'achat public avant commercialisation pour encourager le développement et fournir une première référence client pour le pilotage et l'installation et la validation des innovations de rupture. Voilà, je pense qu'on en a fini pour les sections, il me semble. Voilà, et je laisse la parole à Mathilde pour les quelques conseils supplémentaires.
Voilà, merci Julie. Je vais clore sur cette partie. Je vais essayer d'être relativement rapide, sachant qu'on a dépassé le temps et puis que on en a parlé dans le webinaire d'hier. On en reparlera aussi lundi, en allant lundi certainement beaucoup plus en détail sur la partie recherche de partenaires. Alors, je vais bien passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Jusqu'au bout, merci. Alors, voilà, bon, pour ces projets européens, vous aurez remarqué qu'ils sont très compétitifs. On a quelques projets sélectionnés pour chaque ligne, qu'il faut trouver un consortium, que les montages prennent un certain temps. Voilà, ce sont des projets qui peuvent s'avérer relativement complexes et qui peuvent faire peur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce serait quand même dommage de ne pas profiter de toutes ces opportunités. Je pense que vous avez aussi vu tant en termes de possibilités de participation qu'en budget, qu'en retombées. On a vraiment un intérêt important et d'autant plus que les financements nationaux ou régionaux ont tendance à fortement s'amenuiser ces dernières années. Et puis, il faut savoir aussi que nos collègues européens, eux, ils n'hésitent pas à participer. Alors qu'ils n'ont pas forcément des taux de succès meilleurs que nous, bien au contraire, les Français, lorsqu'ils participent, obtiennent de bons résultats. Voilà, donc c'est ce qu'on vous propose, nous, enfin l'approche qui nous paraît intéressante et dont on souhaite vous parler, c'est d'avoir une démarche progressive, c'est-à-dire selon bien sûr là où vous en êtes, mais de commencer par se familiariser avec Horizon Europe avant, voilà, de participer à un premier projet, puis de prendre le leadership d'un projet plus tard éventuellement. Voilà, c'est la démarche des petits pas, on y va petit à petit. Et dans toute cette démarche-là, nous sommes prêts et disposés à vous accompagner. En bas à droite de l'écran, on a un petit encart devenir expert évaluateur. C'est aussi possible de passer de l'autre côté de la barrière. C'est très intéressant de voir comment fonctionne une évaluation. C'est rémunéré également par la commission. Et nous pouvons vous aider à rentrer dans les bases de données sur lesquelles dans lesquelles la commission puise pour sélectionner ces évaluateurs pour les appels à propositions. Sur la slide suivante, voilà. Donc, voilà, ce qui est important, c'est vraiment de vous faire accompagner dans ces projets. Et c'est tout à fait possible parce qu'en fait, on a de nombreux acteurs qui sont spécialisés, qui sont là pour vous. Et ce, en fonction de où est-ce que vous en êtes sur votre idée de projet, à quelle structure vous appartenez, public, privé, et de qu'est-ce que vous attendez. De la veille, de la recherche, de la rédaction, vraiment de la proposition. Voilà, l'idée, c'est d'abord de regarder en interne chez vous. Est-ce que vous avez des gens qui sont là et qui ont ces compétences? C'est le cas typiquement chez les académiques ou dans les grandes entreprises. Et il y a aussi d'autres structures qui peuvent vous accompagner, comme les pôles de compétitivité qui accompagnent de nombreuses entreprises, le réseau Entreprises Europe Network, les agences régionales de développement. Et bien sûr, les PCN. L'idée, c'est pas qu'on vous renvoie à faire du ping-pong entre ces différentes structures, mais au contraire, qu'on vous apporte des compétences complémentaires et qu'on agisse mutuellement. Donc, le PCN Horizon Europe Industrie a l'habitude de travailler, d'être en collaboration avec ces différents réseaux. Nous pouvons faire un accompagnement simultané ou vous renvoyer sur les bonnes personnes, enfin, vous renvoyer. L'idée, c'est de vous mettre en contact. On fait le lien vers les structures qui vont bien en fonction de votre besoin. Sur la slide suivante, voilà, donc quelques éléments sur comment trouver des partenaires. Donc, comme j'ai dit, on reviendra de manière beaucoup plus détaillée sur ces aspects lundi. On note globalement quand même 5 façons qui nous paraissent intéressantes pour chercher des partenaires. Tout d'abord, les brokerage events, qui sont des événements de réseautage où on va retrouver uniquement des participants qui sont là pour trouver des consortiums sur les appels européens. On va avoir des dizaines, voire même parfois plusieurs centaines de participants. Et on en a 2 qui arrivent prochainement. Donc voilà, c'est intéressant de regarder et éventuellement de participer. On peut vous orienter et vous aider
à faire ça, que ce soit sur les brokerages ou sur toutes les autres démarches de recherche de partenaires. Sur les partenariats, en fait, ce sont les instances d'influence qui contribuent à la rédaction des appels. Donc, si vous avez un lien pour les trouver, pourquoi c'est intéressant? Parce que leurs feuilles de route peuvent vous donner des indications sur ce qui est attendu. Et vous pouvez aussi les utiliser pour faire référence au contexte général quand vous candidatez. Et puis, surtout, les membres de ces structures contribuent à la rédaction et donc se positionnent sur ces projets. Donc, c'est forcément intéressant d'essayer de rentrer en contact avec eux. Ensuite, c'est aussi très intéressant de regarder qui sont les consortiums, les partenaires qui se sont positionnés sur des projets similaires aux vôtres sur les années précédentes, c'est-à-dire qui a été sélectionné sur les appels à propositions de 2020, 2019, 2018. Et ce, pour les contacter et voir s'ils comptent candidater à nouveau. Donc ici, on vous a mis un lien vers ce qu'on appelle le dashboard, qui est un site de traitement des statistiques de la commission. Voilà, on peut vous aider à faire les recherches, à apprendre la méthodologie pour aller chercher ces anciens projets et le faire avec vous. Ensuite, on a des sites qui permettent de mettre en ligne des manifestations d'intérêt. Alors, il y a celui de la commission et puis il y a plusieurs sites de recherche de partenaires qui seront créés par les PCN européens en fonction de chaque cluster. Et puis peut-être une dernière slide, il me semble, pour conclure. Voilà. Alors ici, vous avez toutes les références, enfin la référence vers le site horizoneurope.gouv.fr, qui est le site national pour notre programme. Vous allez retrouver toutes les coordonnées des PCN et puis beaucoup d'informations sur les appels, sur les événements, sur les formations. Voilà. Et vous pouvez retrouver notamment le cycle des webinaires Horizon Europe. Donc on a des webinaires comme les nôtres aujourd'hui, sur vraiment les appels de chaque thématique. Donc, s'il y a d'autres thématiques qui vous intéressent, vous pouvez aller les retrouver. Et puis aussi des webinaires plus transverses, donc par exemple sur les conditions de participation, sur la propriété intellectuelle dans les projets, sur les conseils de montage. Voilà, donc ça peut être aussi intéressant. Vous avez cette bibliothèque-là qui va être disponible pour les 7 prochaines années. Je pense que je vais conclure sur cette slide. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Il sera donc disponible aussi bientôt sur le site Horizon Europe. Et puis n'hésitez pas donc à nous contacter. On a un mail commun, vous avez 4 personnes pour vous répondre et pour vous accompagner sur les différents aspects de veille, d'identification d'appels, de lecture et des conseils de montage et de recherche de partenaires. Voilà, je souhaite une bonne journée à tous et merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde.